Bonjour et bienvenue. À l'occasion de cette masterclass, sera évoqué le marketing client et plus précisément la croissance du marketing client. Les marketeurs sont plutôt unanimes sur le sujet de la croissance du CRM. Elle ne va pas assez vite, elle ne croît pas assez rapidement. Et pourtant, du potentiel, il y en a beaucoup. Ne serait-ce que dans la base de données. Derrière chaque contact, chaque client d'une base de données, il y a un potentiel de croissance qui est aujourd'hui inexploité. Et c'est bien évidemment aujourd'hui le sujet. Comment faire en sorte d'exploiter le potentiel de chaque client d'une base et de scaler durablement, en tout cas, et de faire monter, en tout cas, grimper cette croissance du CRM. Alors, avant de passer la parole à Antoine qui va nous expliquer comment fonctionne cette solution d'individuation marketing, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur et de regarder comment aujourd'hui on crée de la valeur dans la base de données pour que vous puissiez comprendre ce qui nous a amené en fait à développer cette solution d'individuation marketing. Donc au commencement, il y a bien évidemment un plan d'action marketing. Ce plan d'action marketing, il est déterminant, il va déterminer l'année du CRM. Grâce à l'ensemble des opportunités de campagne que vous allez identifier, vous allez pouvoir animer la base de données donc, au travers de tactiques et de stratégies d'activation, de fidélisation, de réactivation, etc. Ce plan est bien évidemment amené à évoluer. Une fois ce plan décidé, les équipes vont bien évidemment se charger de l'exécuter. Et l'exécution de ce plan CRM passe nécessairement, quelles que soient les industries, quels que soient les secteurs où exercent les responsables CRM, passe nécessairement par un outil de gestion de campagne. Cet outil de gestion de campagne va vous permettre de créer des segmentations, généralement basées sur des critères RFM. Elle va vous permettre de créer des campagnes, de les designer et de développer l'ensemble des scénarios associés à ces campagnes et de choisir un canal, ou plusieurs. Et généralement, il s'agit du canal email et du canal SMS. Le tout, bien évidemment, en veillant à cette pression marketing. Mais tôt ou tard, arrivera le moment où les équipes CRM vont devoir développer un plan pour maximiser le plan CRM, maximiser le plan d'action marketing. Car on vit une époque d'hyper-sollicitation, d'hyper-concurrence. Il est de plus en plus difficile de tirer ces taux de conversion vers le haut. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? À ce CRM, à votre écosystème CRM, vous allez plugger d'autres outils. Vous allez investir dans la MarTech pour faire en sorte de convertir au mieux l'ensemble de ce plan marketing. Cela va passer par des outils de data. On va vouloir évidemment enrichir et augmenter la connaissance client, on va vouloir scorer les données, on va vouloir développer des smart segments, peut-être même connecter une CDP pour affiner en tout cas, in fine, les segmentations. On va vouloir également travailler la personnalisation, l'hyper-personnalisation du contenu, donc aller beaucoup plus loin que l'A/B testing, mais peut-être connecter des solutions d'outils de recours pour personnaliser mieux les contenus des emails par exemple. Et puis on va ajouter de nouveaux canaux. Donc en plus de l'email et du SMS qui sont les canaux les plus courants, on va peut-être plugger les réseaux sociaux, on va faire en sorte de plugger les push web, les push wallet, les push app, etc., etc. Et le tout, et là ça devient un exercice de plus en plus complexe, en veillant à cette pression marketing dans son ensemble. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où on sent en fait les limites de l'exercice du marketing segmenté, personnalisé tel qu'on l'entend aujourd'hui. En fait, la promesse de la personnalisation et de la segmentation, c'est d'essayer d'atteindre ce one-to-one. Or, les plateformes de data et d'activation que vous avez autour de votre CRM ne parviennent pas à atteindre cette promesse du one-to-one. D'ailleurs, elles permettent même tout le contraire, elles vous obligent, vous marketeurs, à faire des compromis. Le premier des compromis, il est dans la base de données. Vous avez encore une fois des dizaines, des centaines ou des millions de contacts en base, et pour autant vous n'allez pas exploiter le potentiel de chacun de ces individus. Vous allez travailler essentiellement des segments. Ça va être le premier des compromis que vous allez faire. Le deuxième, c'est le plan marketing, le plan CRM, celui qui porte toute votre ambition pour l'année, pour le semestre, peu importe, en tout cas toutes vos ambitions de croissance. Pour des questions d'outils, pour des questions de pression marketing, et parce que l'outil de gestion de campagne ne va pas vous permettre d'envoyer des campagnes tous les jours, vous allez devoir faire des compromis autour de ce plan CRM. C'est-à-dire, votre catalogue produit est très ambitieux, vos offres vous en avez beaucoup. Par contre, vous allez devoir faire le tri
regardez ce que vous allez pousser en priorité. Et ce que vous allez pousser en priorité, ben, c'est bien évidemment les produits, les offres, etc. Vous allez avoir une approche, malgré toute la connaissance client que vous avez, avoir une approche très product-centric, parce que l'objectif, bien évidemment, c'est faire de la croissance. Et le troisième, eh bien, c'est le nombre de segments augmente, le nombre de campagnes, bien évidemment, augmente également, le nombre de canaux également, et le tout devient très complexe, très difficile à gérer. Et c'est à partir de ce constat qu'on a souhaité, ou qu'on souhaite, pardon, aujourd'hui vous faire évoluer vers l'individuation marketing. Le one-to-one est la condition sine qua non pour faire de la croissance, c'est-à-dire pour générer du chiffre d'affaires additionnel et de la rétention. Et pour faire du one-to-one, eh bien, nous nous sommes justement saisis de l'intelligence artificielle, et l'ensemble de la Martech le fait aujourd'hui. Nous l'avons fait pour le mettre au service justement de l'exploitation du potentiel de chaque individu que vous avez de la base de données, premièrement, et deuxièmement, au service de la scalabilité opérationnelle. Comment faire en sorte qu'à chaque individu en base, il génère de la croissance, tout simplement. Eh bien, ça fait 20 ans, 15 ans, on va dire, qu'on en parle, le one-to-one. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir vous proposer ce one-to-one. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on dit, idéalement, il faudrait que chaque client d'une base de données, ou d'ailleurs chaque client tout court, reçoive le bon message, au bon moment, etc., etc. Et on s'est simplement posé la question aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que veut dire bon ? Parce que ça a quand même beaucoup de sens. Et on s'est dit que bon, eh bien, c'était ce qu'il y avait de pertinent, on va dire, pour vos clients, et pertinent pour vous, les marques. C'est pour ça qu'on parle d'équation. En fait, on a posé l'équation et on a résolu cette équation parce qu'on s'est tout simplement dit que dans la balance, il fallait faire peser vos intérêts, parce que vous êtes là, bien évidemment, pour générer de la croissance, on le rappelle, et c'est ce qu'on dit depuis le début, et également, grâce à la connaissance client que vous avez emmagasinée, faire en sorte de répondre à ces attentes. Donc le one-to-one, c'est ce qui vous convient à vous, et c'est ce qui convient à chacun de vos clients, et pour atteindre l'optimum. Et ce qu'on appelle l'optimum, c'est le meilleur relationnel pour les deux parties, pour vous et pour vous, votre marque et chacun de vos clients. On vous propose donc aujourd'hui la première plateforme qui va prendre en compte et qui va réconcilier en fait les enjeux de la marque, les enjeux business et les attentes de chacun des clients. Qu'est-ce qu'on entend par les attentes de chacun des clients ? Et bien, grâce à la connaissance client que vous avez, nous allons l'exploiter dans sa totalité. Nous allons l'enrichir d'ailleurs au quotidien et faire en sorte que la plateforme puisse automatiquement calculer chaque jour donc, les appétences de chacun des clients d'une base de données. Donc, la connaissance client que vous l'avez, nous allons tous l'exploiter tous les jours. Deuxièmement, les enjeux business de la marque. Vous allez pouvoir paramétrer l'ensemble des opportunités de campagne dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre du plan CRM, mais vous allez aussi et surtout, et c'est la première plateforme à le proposer, pouvoir déterminer, ou en tout cas définir votre chiffre d'affaires additionnel, vos règles opérationnelles propres donc, à votre marque et l'ensemble des contraintes que vous pouvez avoir, par exemple budgétaires. Et la plateforme va prendre en compte donc l'ensemble de la data, l'ensemble de vos enjeux pour calculer cet optimum et cette innovation donc, qui n'a pas d'équivalent sur le marché et qui repose s'appelle l'arbitrage. Et l'individuation marketing repose sur cette innovation, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est vous permettre de communiquer au cas par cas avec chaque client d'une base de données et c'est grâce à l'IA. L'arbitrage va pousser l'opportunité de campagne la plus pertinente, le canal le plus approprié pour chaque client tous les jours, à l'échelle d'une base de données. Tout en tenant compte donc, de vos contraintes, de vos enjeux et de votre objectif surtout de chiffre d'affaires. Merci. Bonjour à tous. Antoine, moi je suis en charge du produit et de la R&D, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Globalement, Sandra l'a dit, l'enjeu c'est de réunir les enjeux de la marque et les enjeux des clients. Et le paradigme, c'est bien le client et plus le segment. Et c'est un point qui est important. Donc, la première étape, c'est évidemment, on va récupérer tous les jours les données de nos clients. Les données dont on a besoin, c'est à minima les attributs du client que vous avez. C'est un homme, c'est une femme, l'âge, enfin, en tout cas ce que vous avez. Le catalogue produit et les transactions, qu'elles soient e-commerce, magasin. Ça, c'est le minimum dont on a besoin. Après, évidemment, si vous avez les données de navigation, etc., des données réseaux sociaux, on les capte également.
La première étape, c'est ce qu'on appelle la connaissance client augmentée. Donc il y a plusieurs choses qu'on va regarder tous les jours pour chacun des clients. La première chose, évidemment, c'est l'appétence client. Donc ça, c'est quelque chose qui est très commun sur le marché. Nous, la différence, c'est qu'on a une logique qu'on appelle chez nous récence fréquence individualisée, c'est qu'on va regarder pour chacun des clients son rythme d'achat sur toutes les catégories de produits. Donc si vous êtes une grande marque de sport, on va regarder pour moi mon appétence produit évidemment sur le golf, le tennis, etc. Mais ma propension à acheter aujourd'hui des balles de tennis. Et on sait que dans les cycles de renouvellement, il y a des gens qui achètent des balles de tennis tous les ans, il y en a qui en achètent tous les 3 semaines, d'autres tous les 3 mois. Ça, le client nous l'a montré, c'est du déclaratif, il n'y a pas besoin de prédictif pour ça. Et donc tous les jours, on va se poser la question qui est de se dire, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent acheter des balles de tennis? C'est un exemple. Après, il y a d'autres modèles, on va plutôt se dire, d'un point de vue prédictif, on va déterminer des modèles d'acheteurs pour certains types de produits, et on va regarder qui dans la base de données correspond à ce type d'acheteur. Donc ça, on est plutôt dans du prédictif. Donc on va regarder tous les jours ces appétences produits. Ça nous permettra de détecter des opportunités pour vendre, mais aussi des opportunités ou des risques de churn. Typiquement, on a, comme toutes les plateformes, un client peut être churner, mais il peut très bien être churner sur un rayon. Quand vous êtes une GSA, vous pouvez bien avoir un client qui vient tous les jours chez vous, par contre il achète de moins en moins sur de moins en moins de rayons, parce qu'il achète plus dans le rayon frais, par exemple. Donc avoir cette information-là, elle est importante. La deuxième chose, c'est la sensibilité canal. Donc là, c'est de se dire effectivement quelle est la réaction de chacun de mes clients aux canaux auxquels je l'expose, email, SMS, display, etc. Et le troisième, c'est la sensibilité à la promotion. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est assez simple, c'est promophile, promophobe ou neutre à la promotion. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Donc tous les jours, on va regarder pour chacun de vos clients toutes ces appétences. Et donc on va déterminer une carte d'identité, on va dire, pour chacun de vos clients. La deuxième étape qui est vraiment importante, c'est qu'une fois qu'on a appris beaucoup de choses sur chacun de vos clients, ça va rencontrer ce qu'on appelle des opportunités. Et là, c'est vraiment le travail du marketeur. Vous allez le voir ici, tout ce qui est en bleu en haut, c'est le rôle du marketeur, qui a un rôle fondamental et qui a un rôle stratégique et tactique. Donc les opportunités de communication, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce que vous pouvez dire à vos clients. Donc c'est votre plan d'action commercial, évidemment, mais c'est aussi, je veux parler de RSE, je veux parler de la confection des produits, etc. Donc c'est tout ce que vous pouvez dire à vos clients. Donc c'est soit des fils rouges, toute l'année je peux parler d'un produit, on vend toute l'année des balles de tennis par exemple, ou c'est ce qu'on appelle one shot, c'est de dire effectivement j'ai du stock pendant une semaine sur un produit, j'ai une collab entre ma marque et une autre pendant un mois. Donc je vais pouvoir dissocier dans la plateforme des opportunités qui vont être fil rouge et d'autres qui vont être one shot. Donc vous allez reproduire votre plan d'action commercial comme vous le faites aujourd'hui, mais sauf que là vous allez dire j'ai une librairie de communication que je peux avoir avec mes clients. Vous allez ajouter à ça tout le cycle relationnel, fidélité, etc., plus toutes les communications sur votre marque. Donc ça c'est vraiment la partie opportunité. Vous allez aussi évidemment ajouter les canaux que vous avez. Donc vous allez dire cette opportunité-là, elle est valable uniquement pour mes clients du programme de fidélité sur le canal email et SMS. Donc vous avez évidemment toute cette latitude-là. Et tous les jours, ce qu'on va faire, c'est on va regarder évidemment tout ce qu'on a appris sur les clients et on va comparer ça aux opportunités de communication. Donc le marketeur, il a un rôle qui est évidemment très important, c'est que son rôle, c'est lui qui sait ce qu'il a à dire à ses clients. Et donc il y a une rencontre tous les jours qui se fait pour arriver à une première étape d'évaluation. Et donc on va, si vous avez 60 opportunités, on va regarder pour chacun de vos clients les scores pour chacune de ces opportunités. Donc si on s'arrête là, on fait du smart segment, globalement. L'étape d'après, et qui est pour nous évidemment hyper importante, c'est de se dire, je vais aller confronter ces scores, donc là c'est ce que le client m'a montré, ce que disait Sandra, aux enjeux de la marque. Et donc là il y a deux grandes étapes. La première c'est, quel est votre objectif principal en tant que marque? Sans rentrer dans trop de détails, mais quand on déforme des algorithmes, en gros, il y a une valeur principale qui peut déformer un algorithme. Donc généralement c'est, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je veux augmenter ma marge. C'est ce qu'on voit fréquemment chez nos clients. Donc ça, vous indiquez votre objectif principal. Et celui-là, il a un minima annuel. Et la deuxième chose, c'est que vous allez déterminer des contraintes. Celles-ci, elles peuvent changer tous les jours. Dans les contraintes, j'ai les contraintes de budget. Je ne veux pas dépenser plus de 100 000 euros, 1 million d'euros par mois en SMS. C'est une contrainte. Vous pouvez avoir une deuxième contrainte qui est évidemment la pression marketing. Je ne veux pas communiquer plus de 3 fois par semaine avec mes clients, pas plus d'une fois par SMS. Quand c'est telle typologie de communication, par exemple le RSE, je ne veux pas le compter dans la pression marketing. Après, évidemment, c'est à vous de voir, mais voilà, vous pouvez complètement maîtriser cet aspect de pression marketing. Et le dernier aspect, c'est la pertinence. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais que nos clients adoptent fréquemment. C'est la logique de se dire, j'ai un score de pertinence, et donc si la meilleure opportunité aujourd'hui pour Sandra n'est pas assez pertinente, je préfère ne rien dire pour garder un message, enfin garder une cartouche pour demain. Donc ça, typiquement, c'est les contraintes que vous pouvez mettre vous. Et donc, en fonction de l'évaluation qu'on a faite, de ce qu'attendent vos clients en termes d'appétence
Et de cet objectif et de ces contraintes, on va aller tous les jours arbitrer sous contrainte la meilleure opportunité pour chacun de vos clients sur le meilleur canal. Donc là, c'est vraiment comment ça fonctionne de manière assez concrète. Et donc vous avez bien compris que le marketeur, il a un rôle fondamental, parce que c'est vous qui connaissez votre stratégie, c'est vous qui connaissez vos tactiques, c'est vous qui savez effectivement que vous souhaitez parler de tel thème, parce que j'ai du stock, je dois déstocker, c'est sur une semaine, donc ça typiquement c'est vous qui le savez. Et la machine va gérer toute la partie basse, et donc ce que disait Sandra, toute la partie aussi scalabilité, qui est de se dire tous les jours, on va trouver le meilleur message pour le meilleur client sur le meilleur canal. Et la dernière étape, évidemment, c'est une fois qu'on a arbitré, on va transmettre l'information à vos outils d'activation. Donc ça peut être, si on a décidé pour Sandra que c'est un mail pour parler de tennis, on va vous l'envoyer sur votre routeur. Si c'est demain dans du display, on va pouvoir l'envoyer aussi. Si c'est sur du clienteling, envoie-moi tous les jours le top 3 des sujets dont je peux parler à un client. On peut l'envoyer dans le clienteling. Comme ça, en tant que vendeur en magasin, je pourrais moi aussi avoir ces trois solutions-là. Ça peut être du service client, etc. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Et donc, encore une fois, quand on prend la première notion qui est pour nous fondamentale, c'est l'optimum. Si on s'arrête à l'évaluation, si vous demandez à des algorithmes de recommandation produits, est-ce que j'ai plus de chances d'acheter un livre à 10 € à la Fnac ou d'acheter une télé à 2000 ? Dans la grande majorité des cas, ça sera toujours le livre qui va sortir. Donc l'optimum, c'est la réunification de dire, ok, j'ai plus de chances d'acheter un livre, mais quel est l'enjeu de ma marque ? L'enjeu de ma marque, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pousser que la télé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va déformer la valeur algorithmique avec l'objectif que vous avez. Donc c'est vraiment ça l'optimum, c'est d'aller chercher à chaque fois, ce que disait Sandra, là où il y a de l'appétence pour vos clients et il y a pour vous un résultat qui tend vers, soit encore une fois, l'augmentation du chiffre d'affaires ou l'augmentation de la marge. Le deuxième élément, c'est l'arbitrage. Si on s'arrête à l'évaluation, on fait du smart segment. Donc tous les jours, on va vous livrer 10, 20, 60 smart segments. Donc c'est très bien, mais si les clients sont dans plusieurs segments, comment vous gérez ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est le premier trigger qui gagne. Parce que globalement, c'est ce qui se passe. Vous n'allez pas, vous, tous les jours, vous dire Sandra, elle est dans 5 segments, je vais aller analyser pour savoir lequel est plus pertinent. Donc, c'est le premier trigger qui va gagner. Là, globalement, l'arbitrage, c'est d'aller choisir la meilleure communication. Et on est dans du scale, dans le sens, en tout cas pour nous, on est dans l'automatisation, parce que tous les jours, on a des clients qui nous disent je peux partir en vacances 3 semaines. Si j'ai mes opportunités de communication et tous les jours, la machine va faire le reste, globalement, ça tournera. Donc ça, c'est vraiment le fondamental pour nous de permettre le one-to-one. C'est d'être dans cette logique, c'est grâce à l'arbitrage. Et la dernière partie, vraiment dans les bénéfices, c'est qu'on passe encore une fois du segment au client. Et ça, c'est vraiment la grande différence. Même dans le contenu, on ne fait plus d'A/B test en disant 55% des gens préfèrent du rouge et 45% préfèrent du bleu, donc j'envoie du rouge. Quand je fais ça, j'accepte que 45% des gens seront mécontents. C'est ce que descendra, c'est du compromis. Et je n'ai pas parlé du jaune, du vert, etc. Donc de dire à la machine, voici les opportunités que j'ai, bleu, vert, rouge, jaune, et tous les jours on va aller choisir la meilleure, c'est qu'effectivement c'est quasiment de l'A/B test à scale. Et ce qu'on voit globalement, c'est que, premier élément, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on ne parle plus du segment, on parle tout le temps du client. Et ça, c'est la première chose qui est vraiment fondamentale. La deuxième chose, c'est que vous avez des campagnes pertinentes chaque jour. Et ça, c'est un point qui est important, qui est de se dire, et c'est là où le rôle évidemment du marketeur est important, c'est que si vous avez 60, 80, 100 opportunités de communication, on trouvera toujours des choses pertinentes à dire, et encore une fois, on va les regarder pour chacun des clients ce qui est le plus pertinent pour lui. J'ai parlé tout à l'heure du cycle de renouvellement d'une balle de tennis, c'est vrai pour l'ensemble des sujets. C'est à chaque fois, on va se demander, est-ce que ce client-là, il est apte pour acheter un produit en particulier, un rayon en particulier. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait quotidiennement. À chaque client, son plan CRM. Je pense que vous l'avez compris, on n'est plus dans une logique à dire je crée mes segments, je vais créer mon scénario. Quand je crée mon scénario de Welcome Pack, 5 jours après, j'envoie un deuxième mail. Pourquoi 5 jours, pourquoi pas 3 jours, pourquoi pas une semaine? Pourquoi est-ce qu'on envoie un contenu qui est tout le temps le même à tous les clients? Voilà, donc globalement, on casse cette logique de dire, en tant que marketeur, j'essaie de faire le meilleur compromis, je crée un scénario, et globalement, j'essaie de me dire à J+5 avec tel type de contenu. Là, on casse cette logique. On se dit, il y a certaines communications qui partiront quoi qu'il arrive, un panier abandonné, un welcome pack. Le premier partira évidemment de manière automatique. Et pour le reste, on est sur l'individuation où chaque jour, on va aller regarder ce qui est le plus pertinent pour chaque client. Et le dernier point, qui est un point fondamental, c'est la pression marketing. Et la pression marketing, en tout cas selon nous, il faut la voir à 2 titres. La première, ça vous paraît évident, c'est de se dire, si j'ai un outil qui arbitre tous les jours la meilleure communication pour chacun de mes clients sur tous les canaux, on gère les autres canaux. Donc de fait, on peut gérer la pression marketing. Parce que c'est nous qui commandons aux autres canaux ce qu'on doit dire. Donc ça, c'est la vision qui est de se dire, je ne veux pas trop communiquer avec mes clients,
évidemment c'est un point qui est très important, mais il y a aussi un deuxième élément qui est un levier business. À partir du moment où j'ai la main sur ma pression marketing et qu'en 1 ou 2 clics, je peux la modifier, quand nous on a beaucoup de clients dans l'univers du chocolat, quand vous êtes à Pâques ou quand vous êtes à Noël, la pression marketing, c'est pas la même. Donc, être capable de dire toute l'année, j'envoie 3 messages par semaine maximum, 2 messages par semaine maximum. Par contre, quand j'ai un temps fort, quand j'ai des moins bonnes ventes sur un trimestre, je peux très facilement dire je vais augmenter ma pression et donc mon reach pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour augmenter mes ventes sur un temps fort ou pour augmenter mes ventes parce que j'ai été moins bon que prévu sur ce trimestre-là. Et quand j'arrive après Pâques ou en début de trimestre prochain, je peux rebaisser cette pression marketing. Et ça, c'était de la science-fiction avant. Mais à partir de maintenant, vous dites que nous, on gère les différents canaux après en sortie, ou encore une fois, on pousse l'information. On n'a pas la vocation à gérer tous les canaux, c'est pas du tout notre rôle. Mais vous pouvez gérer cette pression marketing de manière holistique. Et donc, ça devient un levier business. Et ce qu'on voit, c'est ça, chez nos clients, c'est qu'il y a 3 vraiment grands bénéfices. Le premier, évidemment, c'est la partie CA additionnelle. Vous allez le voir, on va le décomposer juste après. Donc, c'est ce que nous demandent évidemment tous nos prospects et nos clients. C'est OK, très bien, je comprends l'idée, mais comment vous me garantissez que ça va m'apporter du chiffre d'affaires additionnel? Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est la productivité. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Parce qu'à partir du moment où on comprend qu'on n'a plus besoin de faire de segments, qu'on n'a plus besoin de faire de scénarios complexes, etc., l'idée, c'est pas de dire qu'on remplace le marketeur, c'est faux. Parce qu'encore une fois, le marketeur, il se recentre sur la stratégie et sur la tactique, ce qui est le plus important quand on veut faire du chiffre. Et donc, globalement, on gagne de la productivité où les équipes, elles peuvent réellement faire leur métier. Et le dernier, c'est le respect du client. Effectivement, quand on gère la pression marketing, quand on met des notions de pertinence, de dire effectivement, quand j'ai rien de pertinent à dire aujourd'hui, je préfère ne rien dire, évidemment, on va plutôt être dans une logique, vous connaissez ça, on est toujours dans un phénomène de dire, si je pousse très fort sur ma base, je vais faire plus de chiffre d'affaires, mais je vais le payer un jour. Là, effectivement, on est dans une logique où on met des règles de gestion et qui vont pouvoir s'appliquer au quotidien dans le respect aussi du client. On a 4 quotes de clients pour illustrer ça. Le premier qui est un acteur de la GSA, et eux, c'était vraiment ce sujet-là. C'est-à-dire, l'univers est tellement concurrentiel qu'on doit se centrer sur nos clients parce que c'est ça qui fera la différence. Le deuxième on a des pays, donc Orange, d'Afrique francophone, donc là c'est le cas du Cameroun, que vous voyez ici et pour le ROI après. Eux, c'est dans une logique à se dire, on ne va pas apprendre à des telcos à faire de l'anticipation de churn. En revanche, de casser la complexité de la segmentation et de quel message est le bon pour mes clients, c'était un vrai plafond de verre pour eux. Quand on prend GoSport, eux, c'est très clair, je dois montrer en tant qu'équipe CRM que j'apporte du ROI pour qu'on arrête d'investir des millions dans Google tous les mois en acquisition et qu'on investisse un peu plus dans le CRM. Je pense qu'il y a beaucoup qui se reconnaîtront dedans. Et le dernier, qui est Saint-Maclou, qui est de se dire, petite équipe, donc j'ai 2 choix, comme le disait Sandra. Soit je vais créer des segments complexes, je vais prendre beaucoup d'outils, je vais m'équiper, je vais les connecter entre eux pour faire du smart segment, soit je passe dans une solution qui me permettra, avec le même nombre de personnes, de trouver le bon message tous les jours. Et donc, mon enjeu à moi, c'est de faire du marketing. Donc, c'est le choix qu'ils ont fait. Et quand on voit, là, on a 3 clients qui ont accepté de mettre, qu'on communique en tout cas des pourcentages. Quand on voit Saint-Maclou, on parle de 10% de chiffre d'affaires additionnel. Donc, vous imaginez bien que c'est quand même loin d'être neutre. Dans un métier du retail qui est compliqué, avec des cycles d'achat qui sont très éloignés, avec une logique, je fais un devis, après il faut transformer. Donc, on est à 10% d'additionnel par client. Et on a 2 fois plus de taux de conversion par l'email entre 2019 et 2021. Donc, globalement, c'est assez impressionnant, avec 60 opportunités actives. Et évidemment, la réactivité, c'est pas vous que je vais la prendre. Quand je veux réactiver un client, j'ai une chance. Donc, si j'ai le bon message pour le réactiver, j'ai évidemment plus de chances qu'un message full base. Et donc, il voit qu'il y a 20% de plus de clients qui sont réactivés. Quand on prend l'acteur de la GSA, on est à 1,7 de CA additionnel, sur des volumes qui ne sont pas les mêmes que Saint-Maclou, donc c'est quand même sensiblement impressionnant. Le 64% de l'incrémental, il est intéressant. Quand on est dans une GSA, si moi je vais faire tous les jours mes courses, ou toutes les semaines mes courses dans un hyper, l'enjeu c'est pas que je revienne, parce que je viens. L'enjeu c'est comment, sur les clients occasionnels ou à risque, je les conserve ou je les fais revenir. Donc c'est là où effectivement on voit que la solution a vraiment démontré de la valeur, avec 400 opportunités actives. Donc il y a évidemment beaucoup plus de sujets. Et pour cet exemple de la GSA, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, à un moment, ils se sont dit, et là encore c'est du marketing, on va arrêter de pousser nos produits, on va pousser des recettes. Et c'est tout bête, mais évidemment, quand on est client, de dire recevoir des produits de GSA, on sait ce qu'il y a.
de recevoir des recettes et des idées en disant bah, tiens, crée ton panier facilement et viens chez nous, et ben, ils ont vu un énorme boost avec cette opportunité-là. Et le dernier point, on en parlait tout à l'heure de la productivité, 1,5 ETP réalloué à des tâches qui sont vraiment sur du marketing, de la stratégie, de la tactique, quel est mon plan, etc. Et le dernier sur la partie telco, on voit 5,5% d'additionnel, un churn en baisse. Donc voilà, c'est globalement aussi des résultats qui sont très bons. Et on a un autre exemple aussi qui est intéressant qu'on ne peut pas citer, d'un client qui nous dit « Mon chiffre d'affaires augmente, on est plutôt dans le cas du 1.7, en revanche j'en vois 20% de sollicitations en moins. » Donc on est sur un de nos clients qui envoie énormément, comme vous pouvez l'imaginer. Donc eux, leur enjeu, c'est de se dire « Je dois réduire fortement ma pression, parce que globalement, j'ai ma base qui commence à saturer. » Donc voilà, donc on a beaucoup d'indicateurs qui sont assez intéressants, qui vont du chiffre d'affaires à la productivité, au respect de la base de notre base de données, donc de nos clients. Donc avant de passer aux questions, je ne sais pas si tu veux... Oui, donc juste pour vous dire, donc, avant de passer aux questions, que si vous scannez ce petit QR code, vous allez pouvoir retrouver en fait un résumé de cette présentation que vous pourrez donc découvrir voilà, un peu plus tard. Et puis sinon, sachez également que Splio a un corner dans la zone de networking, je crois, le numéro 16, et on a une équipe à votre disposition si vous voulez une démo ou en savoir un petit peu plus. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Poser la question, on va la répéter. Est-ce que vous gérez tous les canaux sur l'outil mailing, email, SMS ou quel canal? Alors, c'est une bonne question. On a deux réponses à ça. Splio, historiquement, on est un outil de marketing automation. Donc, on peut avoir cette logique de dire il y a l'individuation plus le marketing automation chez nous. Dans ces cas-là, on gère la partie email, SMS, push wallet, etc. Mais par définition, nous, en tout cas, on est ouvert à tous les acteurs parce que les clients, ils ont leur solution. Donc, nous, globalement, on peut s'interfacer avec de l'email, du SMS, du push, du display, etc. Donc, on a les deux logiques. Soit vous dites, je veux travailler avec Splio, et donc, dans ce cas-là, on gère nos canaux, encore une fois, email, SMS, push, wallet. Soit vous avez déjà un outil, donc dans ce cas-là, on se connecte avec cet outil. Et dans l'intelligence de ce qui est programmé, il sait aussi quel client va être plus appétant sur l'appel sortant, sur la bannière, sur aussi ça qui est... Alors, c'est une bonne question. C'est l'appétence des clients sur la partie canal. Donc là, on a deux choses. Il y a des canaux sur lesquels on a un retour direct. Donc évidemment, il y a un email, on voit, bon, les taux d'ouverture, ça ne veut plus rien dire, mais il y a un taux de clic. Donc on a des retours directs sur ces canaux. Donc ça, évidemment, on l'intègre dans la partie, dans l'intelligence. Et après, il y a une deuxième chose qu'on fait, notamment sur la partie display. On n'a jamais de retour de nos clients sur le display. Et donc ce qu'on regarde, c'est une fois qu'on a exposé les clients sur un canal, est-ce que le rythme d'achat accélère. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait cette partie sensibilité canal. Je crois qu'il y avait une autre. Je me posais la question, comment se comporte votre modèle IA face aux changements qui arrivent sur les comportements clients, par exemple le Covid, le comportement qu'on a, toute la data qu'on avait avant, il y a eu un vrai break au moment de l'annonce du Covid, pour les GSA, pour tout facteur extérieur. Alors la question, c'est comment on réagit aux facteurs extérieurs dans la partie algorithmie. Je pense, comme vous l'avez vu, il y a deux choses. Nous, on ne considère pas que les algorithmes, c'est de la magie, et qu'en gros, vous allez dire à une machine, tu vas pouvoir tout gérer. Nous, on ne croit pas à ça. Comme vous l'avez vu, la stratégie, la tactique, elle reste aux mains des marketeurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pendant la période de Covid, ce qui a changé, c'est ce que je dis à mon client. Et donc, les opportunités ont complètement changé à ce moment-là. Et il y a certaines opportunités où on a certains de nos clients qui nous ont dit, au-delà de la valeur de l'algorithme, on souhaite les forcer parce qu'on sait que c'est ce sujet-là qu'on va vouloir aborder. Donc c'est comme ça qu'on le gère, c'est que nos clients, on les accompagne sur ces parties opportunités, parce que c'est vraiment ça qui est la clé de tout. Et après, les appétences produits, elles n'ont pas spécialement changé, c'est-à-dire qu'en fait, ce que le client nous a montré par le passé, on a toujours ces données-là. Après, c'est juste les typologies de communication qui vont changer. Donc ça, c'est vraiment pour nous le bloc lié aux opportunités. Moi, je voulais savoir par rapport à l'IA, en fait, de quelle manière vous la mettez en place, à quel niveau elle se situe, et qu'est-ce que ça apporte par rapport à une algorithmie classique. Alors la question, c'est où on met l'IA et ce que ça change par rapport à une algorithmie classique. Fondamentalement, encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'on vous a montré, nous, le process métier. Nous, la grosse valeur ajoutée qu'on pense avoir, en tout cas, c'est la partie arbitrage. Quand on prend la première partie qui est la connaissance client augmentée,
pense que des entreprises, que ce soit des agences ou que ce soit même évidemment des logiciels qui vous font cette partie-là, il y en a énormément. Donc c'est pas là où on va le plus se différencier. La seule différence qu'on fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va vraiment sur l'individu pour regarder ses fréquences d'achat. Donc voilà, c'est vraiment la différence de ce qu'on va avoir, mais globalement, beaucoup de gens font ça. Nous, la vraie différence, pour nous, c'est l'arbitrage sous contrainte de ce qui est pertinent pour des clients avec les enjeux de la marque et les contraintes. Et nous, c'est vraiment là où on a une différence selon nous, c'est cette capacité à faire cet arbitrage sous contrainte des enjeux des clients et des enjeux de la marque. Bon, merci à tous en tout cas. On va clôturer la session. Je ne sais pas si tu veux. Merci à tous.